Alors, on va poursuivre cette émission maintenant en se demandant comment on peut résister idéologiquement. On va se le demander donc avec Malika Sorel-Suter qui publie Décomposition française. Bon, un livre où vous nous expliquez quand même qu'une grande partie de nos malheurs, c'est la faute aux élites. Hein, c'est ça votre thèse. Oui, c'est un aveuglement, un refus de voir le réel. Et mon livre a été publié, il a été disponible la veille des attentats du 13 novembre. Je dois dire dans quel esprit j'ai écrit ce livre. C'est un témoignage, puisque j'ai eu la possibilité, je fais partie de la société civile, et j'ai eu la possibilité de rentrer dans le monde politique et celui de la haute administration. Et c'est un peu rendre compte de ce que j'ai découvert au fur et à mesure. J'y suis arrivée avec une très grand espoir, beaucoup de naïveté, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prête à rencontrer beaucoup de bonnes surprises, convaincue que ce qui nous arrivait, c'est un problème simple de compréhension de la part de ceux qui nous gouvernent. Et je raconte dans ce livre qu'il n'en était rien en réalité et que nous sommes aujourd'hui quelque part tous un peu victimes de la situation, mais nous avons également notre part de responsabilité. Et je l'ai écrit pour une raison unique, c'est de laisser, puisque les écrits restent, de laisser un témoignage aux générations futures afin qu'elles ne puissent pas penser, comme à une autre époque, qui n'est pas si lointaine, que nous ne savions pas. Notre société savait et notre société n'a pas fait grand-chose pour éviter ce qui nous arrive. Et c'est quelque part, c'est mon témoignage que je livre à ceux qui viendront plus tard, parce que nul aujourd'hui, nul, ne peut savoir dans quelle direction la France, mais aussi l'Europe, va basculer. Nous ne le savons pas. L'histoire, nous ne pouvons pas l'écrire, nous pouvons imaginer des scénarios possibles, potentiels, mais nous n'avons pas le mot de la fin. Enfin, il y a quand même une chose qu'on s'en sorte, non? On s'en est déjà sorti, on s'est sorti de situations bien pires. Je pense qu'il faut toujours se dire que chacun à sa place doit agir. La pire des choses serait de rester tétanisé et de se dire « tout est fichu ». D'autres ont vécu d'autres situations. Effectivement, l'histoire, pour le coup, celle qui a déjà été écrite, montre que les peuples ont des ressources fantastiques en eux-mêmes, quels que soient les peuples d'ailleurs. Si vous prenez, et là je prends un exemple que je connais là aussi, parce que je ne parle que de choses que je connais, je tiens à le préciser, si vous prenez l'histoire du peuple algérien, 130 ans de colonisation, ça s'est finalement terminé par le fait qu'on respecte l'identité et l'existence déjà de l'identité du peuple algérien. J'ai vécu en Algérie, j'ai connu des personnes qui ont fait la guerre contre la France, j'ai entendu aussi ce qu'ils avaient à dire et j'ai compris aussi qu'ils possédaient une identité et qu'elle devait être respectée. Donc je pense que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, que chacun doit agir à sa modeste mesure. Question d'Eliette Abécassis. Alors, dans votre livre, c'est vrai que vous critiquez beaucoup ce que vous appelez la trahison des élites. Et vous posez une question très troublante en citant le juge Trévidic, le juge antiterroriste, qui dit que la situation était bien connue des politiques depuis même les années 90. Début des années 90. Oui. Voilà, la montée du djihadisme, enfin de la radicalisation. Alors, c'est vrai qu'on peut penser à L'étrange défaite, le livre de Marc Bloch, qui analyse la défaite de 1940 et tous les manquements en fait de l'armée. Et il dit que à ce niveau d'incompétence, ce n'était pas de l'incompétence, mais c'était un choix du gouvernement contre le communisme, c'est-à-dire de faire le choix du fascisme. Comment est-ce que vous analysez cette série de manquements, le fait que les élites aient été soi-disant aveuglées ou peut-être compromises? Quel est le choix qui a été fait, en fait, selon vous? Il n'y a pas une raison unique, Madame Abécassis. C'est pour ça que c'est compliqué. Et je peux vous dire qu'en ayant passé près de 10 ans dans ce monde-là, ce monde politique et de la haute administration, je continue pour ma part, comme beaucoup de Français, à ressentir le fait que ce qui nous arrive dépasse l'entendement. Parce que c'est comme si vous avez affaire à un alignement des planètes, quelque chose qui ne se produit jamais. Et là, ça se produit. Il y a eu une superposition de facteurs qui a conduit à la situation actuelle. De nombreux signaux ont été envoyés. Vous citez juge Trévidic, il y en a d'autres, mais c'est vrai que les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan, absolument, mais alors, qui n'ont pas été entendus. Et même pour le cas des territoires perdus de la République, il y a eu une énorme bataille à l'intérieur du ministère pour qu'il y ait
puisse exister le rapport au bain. Et il faut remercier ceux qui ont permis l'existence du rapport au bain, parce que ça a été une bataille, alors qu'ils auraient très bien pu, à l'époque, dire « Voilà, nous sommes alertés d'un certain nombre de situations qui sont extrêmement préoccupantes, qui concernaient la question du respect des femmes, de la mixité, l'antisémitisme, etc. » Il faut regarder où sont les sources. Et effectivement, jusqu'à une certaine époque, nous pouvions agir. Le choix a été fait par cynisme. Quelle action? Oui, parce qu'on ne comprend rien. Beaucoup c'est totalement abstrait. Ça. Alors, agir comment? Oui, alors, la langue de bois. Oui, non, moi je ne suis pas adepte de la langue de bois. Non, mais je ne sais pas, Madame, vous critiquez les élites, je ne sais pas d'ailleurs ce n'est pas la langue les de bois. élites, Donc, mais vous voilà, parlez... donc ou vous acceptez de ne pas généraliser le propos, ou la discussion ne peut pas avoir lieu. Non, mais dites des choses concrètes. Parce que ça, c'est du terrorisme intellectuel, des choses concrètes. J'ai écrit un livre en entier, vous êtes philosophe, madame. Ah oui, on ne peut pas résumer un livre avec une phrase. Et c'est souvent ce qu'on me reproche. On dit, vous ne donnez pas assez d'exemples. Pourquoi croyez-vous que l'on publie des livres? Parce que parfois, par la plume, c'est beaucoup plus simple de donner un certain nombre d'exemples. Je ne peux pas. De combien de temps vais-je disposer? Je vais disposer de 2-3 minutes. Beaucoup d'exemples, j'en ai cité énormément, y compris les choix cyniques opérés par François Mitterrand, qui sont dénoncés par. C'est vous qui me parlez. C'est vous, absolument. Mais c'est vous qui me posez la question, vous me donnez des exemples. Oui, mais quel est le vous rapport? Excusez-moi, relisez les exemples, parce que ce qui nous arrive date du début des années 80, les années Mitterrand. L'œuvre politique de mon père, dont je ne suis personnellement pas tout à fait. Je ne parle pas de votre père, madame, je parle de François Mitterrand. C'est exactement la logique de votre livre, c'est-à-dire François Mitterrand a été président de la République. C'est du pamphlet, du ressentiment, on ne comprend rien. Mais moi, j'adorerais que vous nous donniez une solution. Non, vous ne comprenez rien, mais je ne l'ai pas écrit pour vous, mon livre, madame. Je viens de dire, je l'ai écrit pour les Français, pour les générations futures, mais ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens, apparemment, d'ailleurs, qui ne sont pas français. Beaucoup d'immigrés qui ne semblent pas français dans votre livre, d'ailleurs. Il y a vraiment les Français de souche et puis les autres. C'est la manière de réduire, d'empêcher le débat. Donc, ou vous acceptez le débat, ou je cesse de parler. Vous avez gagné, de toute façon, vous êtes dans les médias. Moi, j'ai écrit mon livre, les Français y ont accès et sauront c'est justement une vous donner la démonstration, madame, du fait que le débat est impossible. N'a pas été plébiscité au milieu des médias. Non, mais plus proche de nous, en fait, on sait que tous les kamikazes ça remonte au début des années 80. On peut pas dire plus proche de nous. Non, mais déjà, comment expliquer cela? Ils étaient tous fichés, archi-connus de tous les services. Voilà, comment expliquer le fait qu'on n'ait pas pu... Absolument. Le fait que nous n'ayons pas fait. Donc c'est juste de l'incompétence, nos services. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a effectivement l'impéritie. Vous savez, dans un certain nombre de ministères, il est beaucoup plus facile d'obéir, de dire oui, d'aller dans le sens du vent, plutôt que de s'opposer. Ce n'est pas simple. Il y a régulièrement, y compris dans la presse, des groupes de hauts fonctionnaires qui publient, mais avec des noms de code, parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. On l'a vu dans le domaine de l'économie, pour fustiger le libéralisme fou, on l'a vu dans le domaine de l'immigration, dans un certain nombre de domaines. Donc il n'est pas facile de pouvoir résister à une pensée dominante. Et la pensée dominante depuis le début des années 80, et Régis Debray en a bien parlé, c'était de faire le choix du cynisme, de fabriquer le Front National pour nous empêcher de regarder ce dossier en face. Nous ne pouvons pas parler de ce sujet sans parler des opérations proprement machiavéliques qui ont eu lieu au début des années 80, qui ont fait naître, pas naître, mais monter le FN qui nous a à chaque fois empêchés de réfléchir. Parce que dès que l'on commençait à parler de ce sujet, on était pris en étau entre d'un côté ce sujet, tous les antiracistes. C'est l'islamisme radical, c'est ça dont vous parlez? Non, de manière générale, oui, parce qu'il y a un lien, Madame Yad. Vous ne pouvez pas demander à des enfants issus de l'immigration qui parfois traversent, même pas que parfois, pour beaucoup, et c'est normal, traversent des problèmes de ce qu'on appelle en sociologie de la dissonance identitaire, qui s'interrogent sur leur identité. Et ils ont le droit de s'interroger. Vous ne pouvez pas leur répéter pendant 35-40 ans, on vous déteste, les Français sont racistes, ils ne vont pas vous accepter. Et même dans des rapports, on a lu que les professeurs les discriminaient, les empêchaient de réussir. Vous semez les graines du ressentiment. Comment pouvez-vous ensuite imaginer que nous allons tous cohabiter ensemble? Ce n'est pas possible. Donc il y a une responsabilité collective et nous n'arrivons pas à poser le sujet parce qu'une partie des élites empêche ce sujet de poser. Il faut comprendre, Madame Capici, je termine juste sur ce propos. Ceux
qui sont au pouvoir le sont, comme l'a dit Madame, depuis très longtemps. Donc, quelque part, ils cherchent aussi à masquer le résultat de leur politique, un résultat qui est proprement apocalyptique. Regardez ce qui nous arrive. Ah, donc c'est la faute des politiques si Daesh fomente des attentats à Paris. Non, c'est plus compliqué que ça, mais si j'ai que 2 minutes, je ne pourrais pas le développer, sinon vous allez m'accuser d'être réductrice et de tout amalgamer. Voilà, vous qui êtes d'origine algérienne, vous avez ressenti ces dissonances identitaires en oui, vous, tout à fait. Régulièrement encore? Non, aujourd'hui non, mais c'est tout à fait normal. La construction d'une identité n'est pas quelque chose de simple. Et d'ailleurs, si vous prenez simplement un enfant dans une famille qui n'a jamais changé de pays, qui a la culture, qui reste toujours dans la même culture, il y a déjà le processus de l'adolescence qui est un processus extrêmement violent et perturbant. Donc, a fortiori, lorsque vous êtes, comme ça a été considéré dans un rapport sur l'école maternelle, quand vous êtes un enfant venu d'ailleurs, c'est l'expression qui était utilisée, vous avez une culture dans la famille avec un certain référentiel de principes qui sont importants pour cette famille, ce n'est pas une question d'hierarchie. Et ensuite, vous êtes à l'école, dans un autre milieu, c'est évident qu'il y a créé une tension, il parlait même de discontinuité entre la figure de l'enseignant et la figure du parent, et que parfois ça mettait l'enfant en difficulté de réussite scolaire. Et tout cela, c'est consigné dans des rapports. C'est le propos de mon livre, de dire que nous avions accès à toutes les informations et que le choix a été fait de ne pas agir. Mais, alors vous, la femme d'origine immigrée, vous sentez cette colère partagée par aussi beaucoup d'anciens immigrés ou pas? Cette colère, aujourd'hui, elle est partagée par tout le monde. On le voit dans une partie des enfants de l'immigration, on le voit aussi aujourd'hui dans les Français de culture européenne, ceux qui sont les Français de souche européenne. Ça a un sens pour moi lorsque je dis souche européenne. Je sais ce que ça signifie, puisque moi je n'en suis pas et que je suis devenue ensuite française et que je me suis interrogée, je me suis posé les questions. Parce que lorsque vous décidez de changer de peuple, vous avez des questionnements d'ordre moral qui se posent vis-à-vis de votre propre ascendance. Ce n'est pas un choix simple et le fait d'avoir tout réduit à de simples corps qui vont traverser les océans ou la mer Méditerranée et que aussitôt arrivés, ils endosseraient, comme avait prédit Ernest Renan dans Qu'est-ce qu'une nation, le leg indivi, etc., la fusion de pollution, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que dans les êtres humains, il y a une dimension qui échappe à tout déterminisme et que l'on doit questionner, qu'on doit laisser le temps aussi à tout ce processus de maturation de l'identité. Non, moi je trouve ça très intéressant, là, ce que vous dites sur l'arrivée, la complexité identitaire. Je voudrais juste comprendre, si on n'avait pas pratiqué le déni que vous dites, en tout cas que vous dénoncez, comment aurait-on dû agir ? Nous avions beaucoup de choses à réaliser. J'ai écrit un précédent ouvrage qui était un programme politique où j'avais tout passé en revue, les domaines dans lesquels nous pouvions agir, celui de l'école, ce qu'il fallait faire auprès des familles. Et c'est vrai que nous avons fait des choix erronés. Je vous donne un exemple qui va illustrer cela. Je vous donne un exemple qui va l'illustrer. Il y a eu, y compris dans l'immigration extra-européenne, des enfants qui ont eu accès à l'éducation et au programme scolaire exactement comme pour tout le monde. Moi, j'ai vécu une époque, j'ai grandi en France, je suis née ici, où on ne faisait pas de différence. On ne se permettait pas de dire « toi, tu as des difficultés chez toi, donc ne va pas lire tel grand auteur et tel grand texte et on va te donner une partie ». C'est ce qui s'est passé. Alain Viala le raconte très bien. Il a présidé la réforme des programmes de français et il explique que toute la réforme a été conduite pour adapter le contenu à l'arrivée d'enfants qui venaient d'ailleurs. Et c'était l'erreur à ne pas commettre. Il fallait au contraire maintenir les mêmes exigences. Par contre, aider ces enfants qui n'avaient pas d'aide à la famille pour pouvoir leur permettre de s'accrocher à la locomotive. On a fait l'inverse. Comme ils avaient des difficultés à grimper l'échelle, on a choisi de descendre l'échelle. Et je cite dans tous mes ouvrages un certain nombre d'exemples précis où nous nous sommes trompés. Bon, après les résultats du deuxième tour des régionales, bon, maintenant il est temps de réfléchir, se poser des questions. Et j'ai envie de vous dire, là, quelle est la façon la plus simple de résister ou de combattre, pour parler comme Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, ce qui me concerne, je pense que c'est le temps de la refondation. C'est comme si on était à l'année zéro de la politique et de la République, parce qu'il faut tout reconstruire. Et ça suppose que donc, les intellectuels fassent leur travail intellectuel en montrant le chemin. Ça suppose que les politiques
eh bien, se remettent en cause. C'est la première étape de la refondation. Et ça suppose que les citoyens soient plus que jamais vigilants, exigeants, parce qu'on n'est pas un citoyen passif, mais nécessairement acteur. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Boualem Sansal? Moi, je pense qu'il faut passer à la 6e République. Voilà, deuxième. On va changer de rôle. Attention. Voilà. Très bien. Bon, on va faire ça ensemble. Mais non, pas non. C'est pas aux politiques de faire ça. D'accord. Voilà, c'est aux philosophes, aux chercheurs, aux spécialistes de plancher sur ça et de nous d'émettre les idées qui feront sens dans la construction d'une 6e République. Ensuite, ce sera à vous. On réunira l'Assemblée constituante pour voilà. mettre en œuvre. Il faut passer à la 6e République. Et vous, alors, votre recette, Malika Sorel-Suter? Alors moi, je dirais à M. Sansal qu'il y a un adage qui dit qu'un mauvais ouvrier, point de bon outil. Et donc, ce n'est pas du tout le problème de la République. Et je pense qu'au contraire, aujourd'hui, une réforme profonde des institutions pourrait déboucher sur le chaos, parce qu'il y a beaucoup de forces qui auraient intérêt à semer le chaos. Et je résumerai ma pensée par celle d'Albert Einstein qui a dit « On ne résout pas un problème avec le système de pensée qu'il a engendré. Donc il faut revoir sa façon de réfléchir. Et aujourd'hui, accepter de regarder la réalité en face. » Bon, et maintenant, à moi, la douloureuse mission de conclure cette 62e grande question consacrée à la résistance. Pendant ces 4 années de philo à la télé, j'ai essayé de résister à la bêtise, à la haine, au confort intellectuel et la stupidité de la bien-pensance. Avec Eliette, Géraldine et Mazarine, nous allons résister ici ou ailleurs et autrement. Moi aussi, je crois aux forces de l'esprit. Et pour finir, un grand merci à ceux sans qui ces grandes questions n'auraient jamais reçu de réponse. Alexis Kebas, Stéphane Simon, Omar Fouati, Françoise Vernache, Fabien Chipot, Sophie Nordman, Nicolas Ferraro, Jean-Pierre Renaudat, Véronique Le Corollaire, Chloé Françoise, Jean-Louis Caron, Éric Mata, Clara Paradas, Julien Babé, Franck Tourteau, Florence Grosjean. Un grand merci aussi à France 5, à Bruno Patino, notre inventeur, notre parrain, notre papa, à Thierry Chabrero, notre complice des bons et des mauvais jours, à Fabienne Barollier, notre ami, et puis à notre Charlie aussi, Charles-Henri Royer, à Inès Castro et encore à Sally Cissé. Merci. Cette émission est terminée, définitivement. Je rappelle les titres de vos livres. Alors, le coup de gueule d'une fille d'immigré, Malika Sorel-Suter, Décomposition française, comment en est-on arrivé là? Et ça déménage, c'est aux éditions Fayard. Boualem Sansal, alors lui, grand écrivain, hein, je crois, moi je le dis, grand écrivain de langue française, algérien, mais français en tout cas, de cœur. Hein. Boualem Sansal, 2084, ça c'est un énorme succès et c'est vraiment bien mérité. Et puis comme il a un imaginaire romanesque extraordinaire, je conseille les œuvres quasi complètes, hein, parce qu'il manque 2084, de Boualem Sansal. C'est chez Quarto, chez Gallimard, tous les romans, Le Serment des barbares, Le village de l'Allemand et puis plein d'autres, aux éditions Gallimard. Et puis enfin, Ramayad, anthologie regrettable du machisme en politique aux éditions du Moment. C'est votre dernier livre, il va y en avoir d'autres certainement. Puis j'ai l'impression qu'on va beaucoup entendre parler de vous dans les prochaines semaines. Hein? Voilà. Ouais, j'ai l'impression. Merci, au revoir et puis à bientôt.